professeur émérite de l'Université autonome de Barcelone, qui est aussi ami et collaborateur de professeur Petar Berina, qui fête donc son centenaire cette année, et également collaborateur étroit avec, si présent, monsieur le professeur Raymond Renard. Il a exercé de nombreuses activités professionnelles pour arriver au titre de catedrático emérito. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Donc, il a été directeur du groupe de recherche linguistique appliquée aux langues romanes à l'Université autonome de Barcelone. Il est ancien professeur de l'Alliance française de Paris, ancien chef de la division de recherche pédagogique et de l'école universitaire des traducteurs et des interprètes à l'UAB, Université autonome de Barcelone. Également, il a été directeur des cours de formation de logopède ou orthophoniste et formateur de professeurs du français du Ministerio d'Educación y Ciencias, c'est bien, espagnol. Il a été invité en tant que professeur, chercheur ou conférencier par différents centres de recherche, universités, Alliance française en Espagne, hors Espagne, Aix-en-Provence, Athènes, Buenos Aires, Casablanca, Mexico, Moscou, Paris, etc. Donc il est également collaborateur du Centre international de phonétique appliquée à Mons. Phonétique, d'accord, excusez-moi. Et co-auteur de la méthode Forum, publiée par les éditions Hachette. Voilà, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Merci de cette présentation. On aurait pu faire du bref. Bref, on aurait pu dire simplement regardez les cheveux blancs qu'il a et tous les ans qu'il y a derrière. Bon, merci de ces mots toujours chaleureux et qui traduisent simplement l'amitié qui commence à avoir quelques années entre nous. Bonjour à tous. D'abord, je veux profiter de cette, et un peu en réponse à cette présentation, dire que pour nous qui enseignons le français, qui sommes professeurs de français langue étrangère et qui nous intéressons plus spécialement à la problématique de l'enseignement des langues et de la parole, pas seulement du français, être à Zagreb, c'est être dans un haut lieu de mémoire. On a mentionné ici à plusieurs reprises le professeur Petar Berina, qui a fait que réellement aujourd'hui Zagreb est un point de référence obligé. Je dirais aussi que puisque c'est un haut lieu de mémoire, c'est un moment aussi, comme le faisait hier Jacques Cortès, d'associer à cet hommage les noms des professeurs Paul Rivenc et Raymond Renard, qui nous fait l'honneur d'être ici, parce que je dirais qu'ils ont su projeter et aider le professeur Renard, le professeur Berina, à ce qu'il y ait en France et en Belgique des laboratoires, de véritables laboratoires où la démarche verbotonale et structuro-globale a pu d'abord être expérimentée et prendre un nouveau développement. Et parce que, puisque je vais présenter une recherche très spécifique que nous réalisons, une partie de la recherche que nous réalisons dans les économes, je veux aussi associer, j'essaierai de ne pas avoir ma voix trop troublée, la mémoire de Claude Mestret, qui nous a quittés l'an dernier et qui disait dans une collaboration qu'elle a faite pour une dernière publication qu'elle voulait laisser trace d'une longue et grande amitié.
cette recherche que je vais présenter part d'une hypothèse. Une hypothèse simple. J'essaye de, je disais aux collègues tout à l'heure que mon exposé aura des pâquerettes, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignant-chercheur qui essaie de donner des éléments pour avoir prise sur la langue dans une perspective, dans une visée didactique, pédagogique d'application. Nous sommes partis de l'idée assez simple, vérifier qu'il existe, la méthodologie verbotonale et la méthodologie structurale l'ont montré, en partie ici justement à Zagreb, qu'il existe des réalisations phonématiques que les réalisations phonématiques de la parole possèdent des propriétés fréquentielles qui sont optimales et qui résultent optimales aussi dans un processus d'apprentissage. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, non seulement dans un processus d'apprentissage, mais dans un processus d'intercompréhension entre langues, entre guillemets, proches. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas, de la même manière, et c'est l'objet du projet Prosoptima, qui est un projet international et patronné par, subventionné par le ministère de la Recherche espagnol, s'il n'y a pas aussi, au plan suprasegmental, au plan prosodique, des propriétés fréquentielles optimales pour la perception de l'intonation et des modalités énonciatives et apports-théorie, qui devraient donc être prises en compte pour l'enseignement-apprentissage des langues et dans l'intervention sur les troubles de la parole. Donc je vais essayer parce qu'il y a eu des orientations quelque peu nuancées, d'abord je devais être court, puis après je devrais être long, et aujourd'hui maintenant il semble que je dois être assez court quand même. Donc ça va être un peu l'accordéon, je vais essayer de m'en tirer. Pour essayer de m'en tirer, j'ai préparé hier soir un plan en trois étapes. D'abord, essayer de rendre compte de la problématique que cela suppose, n'est-ce pas? Essayer d'approcher, de définir des optimales et en quoi ces optimales, en quoi cette démarche a trait à la subjectivité également. Dans une deuxième partie, je présenterai le plus rapidement possible aussi, mais en essayant de l'illustrer, en quoi la modalité interrogative peut être analysée, comment l'analyser, quelle est la démarche expérimentale que nous avons suivie, pour finalement rapidement mentionner les implications didactiques que ça peut avoir. Bon, j'espère que le menu éveillera suffisamment d'attention parmi les participants. La première question qui se pose quand on analyse la problématique que nous voulons étudier, c'est qu'elle postule d'emblée la question de la présence du sujet dans la parole. Il parlait d'intonation, parler de prosodie, oblige immédiatement à parler de parole et à parler de la présence du sujet. C'est d'ailleurs peut-être une des problématiques qui est sous-jacente derrière toutes les approches, toutes les théories de linguistique, soit d'une manière délibérée, soit d'une manière latente, dans toutes les approches linguistiques du XXe siècle. Et si je n'étais pas trop osé, je dirais même dans ce qui a été présenté tout à l'heure. Mais vous allez voir que j'essaierai de m'en tenir d'une manière plus terre-à-terre au travail quotidien. La première chose que l'on constate, c'est que d'une manière non explicite, non délibérée, dans la plupart des théories, le sujet communicant, comme disait Couberina, n'est pas présent. À tel point que, quelquefois même, de nombreuses analyses pourraient aussi bien s'appliquer à la langue écrite qu'à la langue orale, par exemple. Or, comme il a été rappelé ces jours-ci aussi, même la langue écrite ne peut pas être... même dans l'analyse de la langue écrite, il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'oralité. D'ailleurs, c'est une analyse intéressante si on essayait de rendre compte des explications qui nous ont été données tout à l'heure en projetant ça au plan de l'oral.
n'est-ce pas? Est-ce que il fallut abandonner le piano n'a pas une lecture facilitée, si la lecture de cet énoncé n'est pas facilitée en étant oralisé? Est-ce qu'il peut être seulement écrit? Enfin, je ne veux pas entrer dans des débats qui sont de notre ordre, n'est-ce pas? Bien. À tel point il en est ainsi que Bouverina pouvait avoir cette phrase terrible dans le seul texte polémique qu'il a écrit, que les linguistiques, en particulier structurales, nous ont appris beaucoup de choses sur les langues, mais ne conviennent pas ni pour caractériser les productions des apprenants, ni pour établir des procédures didactiques. C'est dur comme sentence, n'est-ce pas? Parce que il est évident que si elles nous ont appris beaucoup de choses, ces choses sont peut-être nécessaires à l'enseignement-apprentissage des langues. Mais en tout état de cause, il faut bien dire que le fait que le sujet ne soit pas présent, il l'explique d'ailleurs dans ce même texte un peu plus loin, l'être communicant en est absent. N'est-ce pas? Voilà le grand problème qui se pose. Et l'on peut dès lors essayer de se demander comment ce sujet est présent et apparaît dans la parole. Alors d'une manière délibérée, j'ai inversé dans le programme, il y avait une des entrées était de la langue au style. Et j'ai délibérément, ça n'a pas été fortuit, inversé l'ordre des termes. En mathématiques, quelquefois, l'ordre des termes, dit-on, ne change pas le résultat d'un produit. Mais là, dans ce cas, il m'a paru important de bien insister sur le fait que dans la démarche de structuration, dans la démarche de l'activité langagière, et là, il y a quand même accord depuis les neurolinguistes jusqu'aux intervenants les plus praticiens comme les orthophonistes, il y a accord pour considérer que dans cette démarche style-langue, le style, c'est-à-dire l'expression de l'affectivité, car c'est, pour reprendre les mots de Bailly, c'est bien ça, est premier. Est premier, j'essaierai de montrer comment on peut fonder ce postulat. La première question qui se pose alors quand on analyse la problématique de l'approche de la présence du sujet, c'est comment se fait-il que cette linguistique n'ait pas pris en compte le sujet et fait l'impasse sur la présence du sujet dans la parole. Alors là, il faudrait peut-être pas oublier que ces prises de position souvent tranchées, en particulier de ceux qui ont été considérés comme les pères de la linguistique contemporaine, ont été d'abord des prises de position face au mentalisme qui, je dirais, même si le mot semble un peu fort, sévissait à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors c'est vrai, par exemple, déjà en 1906, Séchevet, dans un texte fameux sur le programme linguistique, programme pour la linguistique, disait on peut étendre le sens du mot grammaire et l'appliquer à tout l'ensemble des lois qui règlent le langage acquis par l'individu. L'objet du problème grammatical, et il expliquait ce qu'il en était, ce qu'il entendait par le problème grammatical, ce n'est plus l'homme parlant et agissant sur le langage, il excluait délibérément l'homme, mais le langage lui-même comme organisme linguistique, ou si l'on aime mieux, c'est l'homme parlant en tant qu'il subit les lois de son langage. Et il y aurait donc cette pression première de la langue sur l'individu, plutôt qu'une émergence de la parole à partir de l'individu. Cette question cette prise de position a été reprise par justement Séchevet et Bailly lorsqu'ils ont édité le cours qu'ils avaient reçu de Saussure, dans cette formule bien connue qui conclut le cours de linguistique générale.
La linguistique a pour unique et véritable objet, ça a été d'ailleurs cité, la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Donc là, on peut penser que hier, dans l'intervention de Jacques Cortés, il rappelait tout de même l'hésitation de Saussure quant à l'entrée de sa réflexion sur la parole, qu'il n'a pas exclue par ailleurs. Et dans une lettre à Méliès, qui me vient à l'esprit maintenant, il disait « Il est tellement risqué de s'aventurer sur les sables mouvants de la parole. » Les sables mouvants de la parole, disait-il, n'est-ce pas? Donc, réduire la pensée de Saussure à cette formule, je crois que ça a été une des lectures très réductrices de certaines approches, et en particulier de ce que Guberina a appelé les présentations structuralistes, les années structuralistes de la parole. Parce que le même Saussure avait dit, en l'appliquant à la diachronie, mais on peut aussi bien l'appliquer à la synchronie, que rien n'entre dans la langue sans avoir été essayé dans la parole. Cette formule est aussi dans le cours de linguistique générale, mais je ne l'ai jamais revue dans les commentaires, dans les analyses, dans les cahiers Ferdinand de Saussure, qui pourtant travaille largement sur rien n'entre dans la langue sans avoir été essayé dans la parole. Et justement, on peut bien, ça me semble être d'une évidence tellement élémentaire, que fait un apprenant et que fait un enseignant dans ce processus d'apprentissage, sinon un essayage de la parole pour établir le système de la langue, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, là oui, c'est assez reconnu, lorsque tous ces pères de la linguistique contemporaine ont exposé leurs idées, il y a une idée qui est quand même restée centrale et que rappelait Raymond Renard à la première intervention à l'ouverture de ce colloque. L'oralité est placée comme première dans l'émergence de la parole. Ça semble un truisme, n'est-ce pas? Mais quand je commence par exemple dans des stages par demander à des enseignants ou de futurs enseignants quels sont les arguments qui peuvent fonder ce principe de la primauté de l'oralité, cette formule d'un de mes maîtres qui disait « Les langues ont une manifestation normale et primaire qui est phonique ». Est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, puisque c'est un grand linguiste qui l'a dit, on ne discute pas. Mais des arguments personnels qui fondent cette approche, qui fondent ce postulat, cette action, on est surpris de voir la simplicité des arguments et que la force et l'implication terrible de ce principe, je dirais terrible au sens de fort, hein, pas de risqué, de ce principe d'oralité qui ne peut pas être pris en compte sans tenir compte de la subjectivité. Et alors, subjectivité qui va apparaître à partir du moment où il y a oralité, subjectivité dans le langage. Et c'est justement Bailly, dans cette première manifestation systématique de ces idées qu'il va reprendre dans le traité mais dans cet ouvrage de 1905, Bailly dit qu'il n'y ait rien d'affectif ou d'expression dans la manière de dire les choses, voilà qui semble impossible. La manière de dire les choses. L'oralité implique la prise en compte de l'affectivité. Alors la question se pose, tout le monde, ça a été suffisamment écrit ici, dit ici, manifesté dans les différents milieux, et bien sûr tout au long de ce colloque, qu'est-ce que l'affectivité? Parce que on n'explicite pas trop ce qu'est l'affectivité. On nous dit l'affectivité est présente, on cherche l'affectivité dans les textes, mais qu'entend-on par affectivité? Donc je me suis amusé
à chercher un peu ce que l'on dit de l'affectivité. Et par exemple, maintenant il est très médiatique, n'est-ce pas? J'ai trouvé ce petit texte de Cyrulnik, déjà en 93, et ce petit mot, il essaie d'être affectif justement, ce petit mot, affectivité, pas plus petit que l'autre, enfin, désigne à la fois une force biologique, ah, là on est fort, qui habite l'homme depuis sa conception, il y en a même qui disent avant sa conception, ça dépend à quel moment on commence la conception, qui habite l'homme depuis sa conception, quand il dit l'homme, évidemment c'est l'homme et la femme, jusqu'à sa vieillesse, c'est aussi une communication matérielle, donc explicitement qui peut être saisie, puisque c'est du matériel, un lien sensoriel, ah, c'est pas du spirituel, hein, c'est du sensoriel qui structure entre les vivants un véritable organe de coexistence. Là, voilà une définition qui a une certaine ampleur et qui va un peu tous azimuts, parce que ça part du biologique jusqu'au social, donc qui embrasse toutes les manifestations de l'individu. Donc, cette affectivité, comment la saisir? Comment trouver où elle se manifeste et quel est le rapport avec le langage? Là, on a toujours tendance à penser que le dernier, le up-to-date, rend mieux compte des phénomènes que ce qui était ancien. Moi, quelquefois, comme disait Lavoisier, je pense que de voir l'histoire des concepts, quelquefois, illustre mieux, parce qu'à l'origine, les problèmes se sont posés d'une manière plus brutale. Et justement, je reviens à Bailly, qui dit « Le langage naturel et spontané, instrument d'expression et d'action dans la vie réelle, mérite d'être étudié dans ce qui fait son essence. » Ce n'est pas une manifestation, un en plus de la langue. Ce serait l'essence même du langage, c'est-à-dire son contenu subjectif et affectif. C'est intéressant parce que, évidemment, une déclaration comme celle-là, en tout cas pour nous, en tout cas pour un verbotonaliste, pour un scaviste, c'est une véritable déclaration programmatique. N'est-ce pas? Si elle mérite d'être étudiée, alors comment peut-on ne pas l'étudier? N'est-ce pas? Si, puisqu'on a vu qu'elle était essentielle à la langue. Mais n'oublions pas le premier point de cette déclaration, le langage naturel et spontané. Voilà la première question centrale qui se pose aussi quand on envisage cette problématique. Est-ce que quand on parle du langage, on parle du langage naturel et spontané, ou des traitements ultérieurs, des manifestations, comme disait quelqu'un, on ne peut pas répéter l'énonciation. Quand je répète l'énonciation, ce n'est plus de l'énonciation. Le langage naturel et spontané, c'est une fois, c'est à l'initiale. Et comment alors s'y prendre pour rendre compte de cela? Si il est expressif dans son essence, s'il y a affectivité dans son essence, alors allons voir comment caractériser, décrire cette essence subjective, comment décrire cette affectivité. Et là, on est étonné de ce que l'on trouve dans la littérature spécialisée. D'abord, quelqu'un d'aussi honnête, d'aussi rigoureux, d'aussi systématique, par exemple, qu'un Paul Ricoeur. Un Paul Ricoeur, donc, très influencé d'une certaine mesure par la phénoménologie, a cette déclaration: dans sa naissance même, l'affectivité est confuse. Alors si pour Paul Ricoeur c'est confus, pour le petit professeur qui essaye de s'y retrouver pour analyser l'affectivité, comment, devant une impression affective, je peux me demander d'une manière indéfinie qu'est-ce que c'est? L'affectivité, qu'est-ce que c'est? Eh bien,
si nous voulions commencer une recherche sur les manifestations de l'intonation, et si l'intonation est l'expression par essence de l'affectivité, on ne pouvait pas ne pas se poser de cette question, et on est allé voir un peu aussi quelles étaient les réponses. Eh bien, Michel Henry, déjà il y a pas mal d'années, ce qui se sent sans que ce soit par l'intermédiaire d'un sens, ce sens sans l'intermédiaire d'un sens. Cette phrase m'amusait parce que comme j'ai consacré 12 ans de ma vie au son se, là il y avait une allitération suffisante. Hein. Ce qui se sent sans que ce soit par l'intermédiaire d'un sens est dans son essence affectivité. Mais ça n'éclaire pas très fort Malenterne, parce que c'est comment le saisir, puisque sans que ce soit par l'intermédiaire d'un sens. Si ce n'est pas par l'intermédiaire d'un sens, comment la saisir? Arnauld, plus près de nous, dit on entend par affectif un large domaine qui comprend les sentiments, les émotions, les croyances, les attitudes et qui conditionne de manière significative notre comportement. Oui, on peut penser alors qu'une définition extensive de l'affectivité pourrait éclairer un peu notre chemin. Il y aurait comme ça un catalogue d'émotions, où là, ma foi, on peut trouver un catalogue de sentiments, un catalogue de croyances. Malheureusement, quand on essaye de consulter ces catalogues, on trouve des centaines d'entrées. Donc, où s'accrocher, je sais pas, des définitions ça a été aussi, on y a fait allusion au cours de ce colloque, on peut penser que les études les plus récentes, en particulier en neurobiologie, en neurolinguistique, allaient nous offrir des pistes. Et là, par exemple, quelqu'un qui est aussi assez médiatisé dernièrement, Antonio Damasio, le neurologue portugais, a donné des pistes qui peuvent effectivement orienter pour cibler notre recherche. Il dit par exemple, l'étude d'individus atteints de lésions de cortex préfrontal, donc là on commence à savoir où ça se trouve, prouve que cette région est indispensable à la manifestation de la plupart des émotions sociales, comme l'empathie, l'embarras, la culpabilité. Je ne sais pas si on enlève un petit morceau, je suis plus coupable. Donc, c'est une caricature. Mais c'était intéressant parce que dans une certaine mesure, on dit, bon, ben, on se retrouve un peu au plan où se trouvaient les recherches sur le langage au XIXe siècle, lorsque Broca lance ce gros pavé dans la mare en trouvant la zone de Broca dans le cerveau, n'est-ce pas? Où on se dit, bon, ben là on a quelque chose à trouver. Malheureusement, je dis malheureusement, pour bien montrer qu'il y a une longue étape à parcourir, si on essaie et si les neurolinguistes, je pense par exemple à Saint-Étienne, essaient de connecter les zones, justement, comme celles que précise Damasio, et les zones de Broca, alors là, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas encore, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est là, donc, dans une impasse? Comment alors, nous, essayer d'analyser l'affectivité dans le langage, dans l'intonation, essayons de nous y retrouver. Les phénoménologues, au moins, avaient cette prétention de s'attacher au phénomène, donc, et en particulier à la perception. Parce que là, en la perception, il faut bien qu'il y ait quelque chose de commun aux êtres humains, puisqu'on arrive à s'entendre. C'est que dans notre perception, il y a quelque chose qui est partagé entre nous. Nous avons des processus perceptifs qui ont quelque chose de commun. Et effectivement, Merleau-Ponty, dans ce gros ouvrage assez intéressant, où il y a des choses qui surprennent aujourd'hui un peu, mais qui quand même ouvrent des voies sur la perception, dit on conçoit généralement l'affectivité comme une mosaïque d'états affectifs. Ce n'est plus tout à fait pareil que le catalogue auquel je faisais allusion il y a un instant. Une mosaïque d'états affectifs, de plaisir et de douleur
enfermés en soi et qui ne s'entendent et ne peuvent avoir d'explication par notre organisation corporelle. Donc, il n'y a pas un lien entre le physiologique, l'organisation corporelle, et il faudra aller vers la synthèse. Donc, comment arriver, nous, à cibler, parce que c'était, on est d'abord, personnellement, je suis d'origine aragonaise, nous avons la réputation d'être têtus. Donc, on voulait quand même y arriver. Qu'est-ce que nous allons pouvoir analyser pour rendre compte de ces phénomènes? Eh bien, ça va être d'autant plus compliqué que nous allons voir ce qui se passe dans les manifestations langagières au plan oral, au plan phonique, concrètement. Mais là encore, on a un petit problème, c'est que cette affectivité, cette manifestation affective dans le langage a ce double statut, comme avait déjà vu, je l'ai trouvé chez Frida Robert dans un numéro des cahiers fainéants sociaux, justement, qui reprend cette formule, qu'avait déjà, dans une certaine mesure, exprimé Séchevet aussi. Le langage affectif, qui a précédé, c'est moi qui souligne, je me suis permis ça, l'autre, le langage logique, a cette curieuse propriété qu'il a précédé. Le langage se réalise et il vient s'ajouter, donc qu'est-ce que c'est? Un avant, mais c'est aussi un après. Et alors là, il faudra attendre 1951 pour que le même Séchevet nous donne une piste. Et il va dire: l'intonation est le symptôme des états affectifs avant d'en devenir le signe. Voilà là quelque chose d'intéressant. C'est un symptôme, donc on est là dans le biologique, n'est-ce pas? Et plus tard, le signe, c'est là qu'il va s'ajouter en tant que signe à la parole. Voilà, donc là, il explicite un peu le circuit qu'il avait déjà, dont il avait eu l'intuition en 1905. Mais c'est en 1976, Julia Kristeva, qui commence à s'intéresser à une époque là où elle est un peu brouillon quelquefois, hein, qu'on me le permet. J'ai un ouvrage chez moi que je garde où elle met la même citation d'une demi-page quand même, de Montesquieu 2 fois dans le même livre. Donc ça veut dire qu'elle ne relit pas souvent ce qu'elle a écrit, mais quand même ce qu'elle a écrit à un certain point. Là, elle a suivi pendant 3 ans des enfants entre 9 ans et 36 mois pour voir l'évolution de la parole. Et elle arrive à cette conclusion: l'intonation est la sémiotisation de pulsions biologiques. Et elle donne l'exemple le plus précis qui nous a conduit en partie à l'interrogation. Elle dit: lorsque l'enfant se sent mal, il se tend, et il tend en particulier ses sphincters, et en particulier le sphincter de l'œsophage ou du larynx, où sont situées les cordes vocales. Les cordes vocales vont être plus tendues, le son va devenir plus aigu, et ce son aigu va être interprété comme un appel. Et cet appel sera interprété, ensuite sémiotisé en interrogation. Voilà déjà quelque chose qui nous permettait de circonscrire notre recherche. Mais surtout, on trouvait aussi dans ces écrits-là, et que je n'ai pas mentionné parce que ça serait, qu'il y a 2 principes qui allaient là pouvoir nous aider à cibler notre travail. D'abord, que l'affectivité est toujours déterminée par la situation de communication où elle se manifeste, et elle lui est étroitement associée. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une affaire d'usage. C'est dans l'usage de la parole que l'on va retrouver l'affectivité. Et le deuxième point, c'est que l'intonation est là pour un coup. Il y a accord entre les linguistes, les psychologues, les neurologues et les linguistes et les phonéticiens. L'intonation est le signifiant linguistique premier et qui manifeste le mieux l'affectivité. Donc là, nous avions déjà, par conséquent, trouvé le champ de notre recherche et nous pouvions l'associer. Comment nous y sommes pris? Eh bien,
nous avons pensé que effectivement l'interrogation était un lieu privilégié. D'autant plus parce que, et c'est là où je reprends des travaux de Claude Mestret que j'ai mentionné, un chercheur comme Meyer dit « Certains n'hésitent pas », excuse-moi, bon, c'est que le petit monde parisien, vous savez, se connaît trop bien, mais en tout cas très bien. Certains n'hésitent pas à considérer le questionnement comme une réalité fondamentale de l'esprit humain. Les autres dimensions viendraient s'articuler. Donc, l'intonation, sémiotisation de pulsion biologique, l'intonation, interrogation, réalité fondamentale de l'esprit humain sur lesquelles les autres dimensions viendraient s'articuler. Donc là, nous avions déjà un champ de recherche défini. L'interrogation est reconnue comme une des catégories universelles du langage, et pour ce qui est des manifestations phoniques, là, on a pu cibler davantage notre travail. Parce qu'on constate dans nos travaux exploratoires que l'interrogation totale, sans mot interrogatif et dont la réponse s'initie par oui ou par non, bien connue dans le grammaire, n'est-ce pas, est le lieu où apparaissent les fréquences les plus aiguës des réalisations, pour reprendre le terme de Guberina, à valeur logique ou modalité grammaticale. D'ailleurs, la thèse que j'ai mentionnée, que j'avais écrite dans mon papier, a été plus importante qu'on a souvent l'occasion de le dire. La thèse de Guberina, valeur logique et valeur stylistique et propositions complexes, est citée par exemple, j'ai compté, 38 fois dans la thèse d'Antoine Adam, qui devait devenir plus tard recteur de l'Université de Paris, dans sa thèse sur la coordination. Donc, je veux dire, ça a été réellement, pas seulement par les patrons et les membres du jury, mais par le contenu même, un moment important dans la réflexion linguistique en France. Et puis, on s'est dit, n'y a-t-il pas d'autres, puisqu'on est dans la zone haute, dans la zone la plus aiguë des fréquences, il y a quand même, et là, les travaux de Léon nous avaient servi, parce qu'il y avait déjà les travaux de Delattre aussi, mais surtout les travaux de Léon, il y a d'autres zones qui sont aussi utilisées dans la parole, mais qui ne correspondent plus aux manifestations logiques, grammaticales de la parole, mais à l'expressivité, et en particulier à la surprise, non pas la surprise qui produit l'étonnement, qui nous laisse abasourdis, mais la surprise devant un événement ou devant une information inattendue, qui quelquefois manque de logique, à tel point qu'elle demande confirmation, n'est-ce pas? Si je dis par exemple à une collègue que le Barça a perdu, n'est-ce pas? Cette collègue devient pâle et demande est-ce que c'est possible que le Barça ait perdu, et manifeste là un trait clair qui demande une confirmation parce que c'est inimaginable, n'est-ce pas? Pour le Paris Saint-Germain, c'est moins clair. Passons. Il y avait, du point de vue pragmatique, quelque chose d'intéressant aussi qui allait nous permettre de cibler davantage le travail. C'est que lorsqu'on commence à s'interroger sur ces deux phénomènes de parole, que sont l'interrogation, la modalité interrogative et la modalité expressive de surprise, on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin. C'est que l'interrogation est un acte de parole 1, du point de vue pragmatique, et que la surprise est toujours un acte de parole 2. Donc là, c'est intéressant de dire, oui, alors, une catégorisation, ah non, c'est que dans une classe, c'est intéressant, obligatoirement, bien souvent, on s'est aperçu que quand on enregistre des classes, il n'y a pas beaucoup d'acte 1. L'acte 1, c'est le professeur qui se le réserve, n'est-ce pas? Et l'acte 2, eh bien, ça va être un moyen, en prenant bien conscience
de cette réalité acte 1, interrogation, acte 2, surprise, de jouer sur cette structure dialogale de la parole qui va justement pouvoir fonder la démarche pédagogique. Ces considérations nous ont conduit donc à cibler la recherche. Nous avions déjà là les éléments pour définir notre protocole expérimental. Je peux encore, oui, parce que si je suis à la moitié. Oui. Ah, ces cadeaux qu'on me fait me font au fond du cœur. Avec un cœur là qui distribue dans le cœur froid. Bien. D'abord le chant. Donc le chant, ça a été clair, c'est l'intonation de la modalité énonciative interrogative versus l'interrogation de la modalité expressive. Donc on va étudier ça. Deuxièmement, l'objet. L'objet, nous allons dire, c'est des réalisations de paroles naturelles. Ah oui, mais le problème, c'est que dans l'approche que nous nous posons, puisqu'il est question de subjectivité, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans des langues différentes. Parce que les sujets, en principe, ne sont pas différents du point de vue biologique. On a parlé de biologie, n'est-ce pas? Donc, comment de paroles naturelles? Mais alors, est-ce que l'on va aller enregistrer sur le terrain et ensuite apporter ça au laboratoire? Comment s'y prendre? Ça, c'était il y avait là un problème difficile à résoudre, qui se pose d'ailleurs à tous les phonéticiens, pour quelque recherche que ce soit. Troisième point, nous avons vu que la manifestation affective est toujours liée à la situation. Quelle situation prendre en compte qui puisse être à la fois être traitée pour produire une interrogation et pour produire faire émerger de la surprise, n'est-ce pas, ou qui soit la raison de la surprise. Donc, à partir de ça, nous pourrions déterminer le corpus à analyser. Là, si on arrive à faire tous les trois aspects que je viens de mentionner, mais si on veut pouvoir comparer la composante, le facteur strictement intonatif, alors il va falloir neutraliser. Il va falloir d'abord définir des énoncés, neutraliser dans ces énoncés, si l'on veut pouvoir comparer la composante sémantique, neutraliser la composante syntaxique, neutraliser les caractéristiques rythmiques et phonématiques. Donc ça posera beaucoup de choses. Comment on va y arriver? On va essayer, finalement, ce corpus que nous aurons produit, nous allons l'obtenir directement. On a essayé, ce n'était pas opérationnel. Nous allons essayer de le faire produire le plus naturellement possible au laboratoire. Nous sommes bien conscients de ce que cela suppose, mais nous avons pensé que les conditions situationnelles que nous allions poser allaient arriver à ce que les acteurs qui jouaient et qui seraient ensuite validés par des juges allaient nous donner des énoncés acceptables, valides. À partir de là, nous allions soumettre ça à des perceptions. Parce que, comme j'ai rappelé, la perception était l'élément qui allait être commun et déterminé. Parce que jusqu'à maintenant, il existe bien sûr, et je parlais l'autre jour avec une collègue suédoise, justement l'analyse de l'intonation de l'espagnol la plus encore opérationnelle a été faite par un Suédois, le fils de femme, n'est-ce pas? Mais c'est presque toujours l'analyse acoustique d'une production. Or, le problème dans la communication, le problème dans l'affectivité, c'est de pouvoir la saisir, c'est de pouvoir l'interpréter. L'affectivité nous intéresse, certes, pour la produire, mais dans la mesure où l'autre la saisit, sinon elle ne joue plus son rôle. Ça fait gratter la tête, professeur Mechler. Je me dis quelle question il va me poser par la suite. Donc, pour
pouvoir analyser et pouvoir déterminer s'il y a, en particulier parce que nous n'oublions pas notre objectif premier qui est de voir s'il y a des réalisations optimales, des caractéristiques optimales de l'intonation pour la perception, nous avions proposé des stimuli auxquels allaient être soumis des informans. Et pour cela, nous allions définir des tâches. Très tôt, là les psychologues nous aident, il y a en gros 3 types de tâches qui vont être déterminantes. Des tâches d'identification, plutôt de type psychocognitif, puisque si j'identifie, c'est dans une certaine mesure, j'ai déjà dans ma tête une image de à quoi j'associe ce que je perçois. Des épreuves de discrimination, c'est-à-dire je vais plutôt d'ordre psychosensoriel. Nous avons élaboré des paires de stimuli. Nous avions le stimulus naturel que nous connaissions, puisque nous l'avions prototypique, n'est-ce pas? Nous avions extrait et accouplé à des variations intonatives, n'est-ce pas? Sur lesquelles les informans devaient se prononcer d'abord sur une échelle à 6 degrés, puis troisième type d'épreuve, question dichotomique, c'est ou ce n'est pas. Et en particulier là, nous avions quelque chose d'intéressant. Est-ce que, oui ou non, le locuteur, la personne qui parle, nous disions pour être avoir un langage le plus ordinaire possible, exclure tout métalangage linguistique dans la recherche, est-ce que la personne qui parle est surprise ou non? Finalement, nous avons trouvé des populations d'informants statistiquement représentatifs. Nous avons pris entre 33 et 40 informans pour l'espagnol à Madrid, entre 30 et 40 d'informants à Barcelone pour les catalanophones, qui ont un cas particulier. C'était intéressant aussi, un des résultats de la recherche. Il n'existe pas de monolingue en catalan, n'est-ce pas? C'est l'un des rares lieux au monde où il n'existe que des bilingues, n'est-ce pas? Il existe des monolingues. Ils obtiennent ça, n'est-ce pas? C'est un autre problème. Bon. Une troisième population de francophones à Mons, qui, quoique belges, parlent quand même français. Ils ne sont pas encore tout à fait conditionnés par les flamands. Et finalement, nous avons fait un traitement statistique avec quand même... pardon, là j'ai rendu la mèche. Nous avons pensé, et là nous avons été malheureusement aidés par les circonstances actuelles, qu'une situation qui pouvait faire en sorte que... je reviens en arrière parce que vous n'écoutez plus. Et une situation qui malheureusement est assez courante aujourd'hui, nous avons imaginé qu'une entreprise avait des problèmes, vrais ou pas vrais, mais enfin de rentabilité d'une succursale et qui impose des conditions de telle sorte que si on n'accepte pas ces conditions, on supprime la succursale et on n'en parle plus. Donc il y a un rapporteur de la compagnie multinationale qui se présente, n'est-ce pas, et qui devant le personnel présente la situation, et devant cette situation, il va y avoir plusieurs réactions. Le journaliste qui va justement demander et puis le syndicaliste qui n'a en général pas la même position, ni le directeur de local, ni la situation était beaucoup plus, et évidemment les locuteurs ne savaient pas ce que nous cherchions. Je vous ai présenté la solution proposée, maintenant le site doit se prononcer. Et le journaliste, la journaliste en l'occurrence, la direction locale acceptera, et la modalité surprise dans le même dialogue, n'est-ce pas, l'autre qui dit, le syndicaliste, il n'est pas tout à fait content, qui, surpris et indigné,
la direction locale acceptera. Nous avions donc là, ça nous a permis plusieurs choses. D'arriver à ce que les dialogues ont été jugés naturels et enregistrés par des juges ont considéré qu'ils avaient été enregistrés dans une situation réelle. Donc nous sommes de cela, de ce côté-là, disons, nous sommes donnés une certaine garantie. Deuxièmement, vous voyez que la structure, il y en a plusieurs cas et nous avions aussi pris en compte des énoncés plus volumineux, un volume phonique qui avait des compléments, etc. Mais ce que nous avons analysé et ce que je vais présenter, nous avons la même structure. Nous avons une certaine transparence entre les langues qui a été analysée, qui fait que le problème sémantique ne se pose pas. Nous avons ensuite des équivalences pratiquement phonématiques, ce qui fait que la microprosodie dont parle Di Christo est dans une certaine mesure neutralisée, et donc nous pouvions là commencer à analyser. La première chose, c'est que la situation devait être, la notion de situation pour nous avait été très claire. Et là, je dois dire que c'est la conception structurelle globale qui nous a aidés. La situation, ce n'est pas, comme on a pu dire Claude Germain lorsqu'il parle de la situation en linguistique, dire c'est le décor, ce sont les... Non, non, c'est tout le présupposé aussi affectif, sociologique que j'ai mentionné qui a été pris en compte. Analyser, par exemple, nous avons ici... La direction locale acceptera? 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 Voilà. Nous avions là... Ils ont fait beaucoup de choses pour arriver à pas grand-chose, parce que c'est pour arriver à ça. Mais justement, c'était ce qui nous paraissait le plus intéressant, de voir comment on pouvait passer, parce que quand même, dans l'autre cas, il y a, appelons-le surprise, mais surprise désagréable, hein, disons. Donc, on a fait la même chose de manière à ce qu'il n'y ait pas de sur l'espagnol, n'est-ce pas? La direction locale aceptera. La direction locale aceptera. Je suis un peu gêné parce que peut-être vous avez reconnu la voix. Mais c'était à la phase exploratoire. Ce qui a été intéressant, c'est que nous nous sommes dit, juge, mais par la réalisation acoustique que nous avons analysée, valider ces réalisations. Et puis entre ces réalisations, nous avons introduit des variations. Nous avons fait varier. Le problème se posait, quelles étaient les variables et les paramètres que nous allions prendre en compte. Et là, la littérature, quand même, la littérature pas flaubertienne, la littérature phonétique nous a pas mal aidés. Parce qu'il y a quand même une coïncidence assez extraordinaire qui nous a surpris, auquel on n'était pas appris au départ. C'est que l'intonation l'équipe d'Aix-en-Provence aux deux dernières syllabes. Donc, nous avons pu faire varier seulement les deux dernières syllabes pour voir ce qui se passait. Et effectivement, on passe de la surprise
à l'interrogation ou de l'interrogation à la surprise seulement en faisant varier cet intonème, ces deux dernières syllabes. Et en conservant comme axe de rotation le pied de la première syllabe, la fréquence la plus grave, et ne faisant varier que la fréquence finale, en prenant dans un cas des intervalles d'une octave pour le cas, et puis après dans la deuxième partie de la recherche que je vais présenter aussi, des demi-tons. Donc ici on travaillait sur un ton, il y a un ton de différence entre chaque, et nous avons ensuite analysé. Quels sont les résultats de ces... Nous avons ensuite soumis bien sûr aux informantes, comme j'ai expliqué, et quels sont les résultats obtenus. Là, nous de ne pas avoir une idée préalable quand on peut penser qu'il est curieux que ce genre d'étude n'ait pas été faite. Comment se fait-il qu'on n'ait pas fait ce genre d'étude? C'est peut-être qu'au fond, on pense que les manifestations sont assez communes, quelle que soit la langue, ou que c'est assez évident, et que c'est un peu du travail qui n'est pas vraiment indispensable, même dans une perspective dans une intention pédagogique.